Aujourd'hui on va parler des bêtas, mais pas des bêtas d'animalerie qui sont issus d'hybridation et de centaines d'années de sélection. On va parler des bêtas sauvages, on compte plus de 70 espèces et il y a une bonne dizaine de futures espèces. Pour les reconnaître c'est simple, quand il y a SP dans le nom c'est que c'est une possible nouvelle espèce, pareil pour les CF et les AF. Toutes ces espèces elles sont concentrées en Asie du Sud-Est, mais on découvre régulièrement de nouvelles populations. Vu qu'il y a beaucoup d'espèces, on a créé des groupes d'espèces avec des caractéristiques similaires. Chaque groupe porte le nom de l'espèce qu'on connaît depuis le plus longtemps. En gros, c'est des sous-boîtes de la grande boîte des bêtas. En plus des groupes, on a des localités qui ont souvent des caractéristiques physiques différentes et il faut surtout pas les mélanger, car parfois ces localités deviennent de nouvelles espèces. Par exemple, en 2006, on s'est rendu compte que les bêtas Burdigala de Kubu, Sukadana et Pankalambun étaient en fait une nouvelle espèce qu'on a appelée bêta Uberis. Petite note, certains utilisent le mot complexe à la place de groupe. Les deux fonctionnent, mais groupe est un terme plus correct a priori. Des groupes, on en a 14 à l'heure actuelle, mais un 15e pourrait apparaître d'ici quelques années. Dans l'ordre alphabétique, on a le groupe Acarensis, Albimarginata, Anabatoides, Bellica, Cocina, Dimidiata, Editae, Foerchi, Rubra, Picta, Pugnax, Splendens, Oiseri, Unimaculata, et enfin le groupe hypothétique qui sera peut-être créé pour Beta SP Chiocera quand il sera décrit scientifiquement. Dans le lot, il y a des groupes qui sont pas du tout maintenus en France, donc je vais pas en parler, c'est-à-dire les groupes Acarensis et Anabatoides, et je vais pas non plus parler des groupes Pugnax et Oiseri, parce que je les connais très peu et il y a trop d'espèces pour que j'apprenne les particularités de toutes. En plus de ça, même si elles sont trouvables dans le commerce et chez les particuliers, c'est clairement pas les plus populaires. Pour les groupes dont je vais parler, on va voir les espèces qu'il y a dedans, comment les différencier, les tailles de chaque espèce, leurs besoins, la facilité de chaque espèce, le mode de reproduction et enfin la rareté de chaque espèce. En plus de ça, je vais essayer d'apporter quelques anecdotes et particularités à chaque fois. On commence avec le groupe Albimarginata, il compte que 2 espèces, Beta Albimarginata et Beta Chanoides, et probablement une troisième quand les scientifiques s'y pencheront, Beta CF Albimarginata Tarakan. Pour les différencier, c'est assez simple. Chanoides a pas de noir sur la nageoire dorsale et le noir sur la nageoire caudale ne va pas jusqu'en haut. Il a aussi un rouge beaucoup plus intense. Pour le Tarakan, il est très similaire aux Albimarginata, mais il est plus petit, a de petits reflets verts sur les flancs et les bandes blanches sont beaucoup plus épaisses. D'après les fiches d'internet, Albimarginata est généralement plus petit que Chanoides, mais de ce que j'ai pu voir et d'après les éleveurs qui ont les deux, Chanoides est clairement le plus petit des deux en moyenne. Donc Albimarginata fait de 4,5 à 5,5 cm, Tarakan en fait plutôt de 3 à 3,5 et mes Chanoides font presque tous exactement 3 cm. Ce sont des espèces qui ont besoin d'eau acide et douce et les tanins sont fortement conseillés. On peut les loger dans 20 litres pour un couple, mais je vous conseille fortement un aquarium de 60 litres, ce qui permettra de loger un groupe ainsi que les jeunes issus des reproductions. En termes de difficulté, les 3 espèces sont pas très compliquées. Elles sont plutôt faciles dans l'ensemble, ça se reproduit même dans une eau claire et avec une conductivité de 300 microsiemens par centimètre, tant que le pH est acide. Pour les types de reproduction, ce sont des incubateurs buccaux, c'est-à-dire que le mâle va garder les œufs en bouche jusqu'à ce que les œufs éclosent et que les alevins soient prêts à être libérés. Comme pour tous les incubateurs buccaux, on conseille plusieurs mâles afin de diluer la libido de la femelle et ne pas épuiser les mâles qui ne vont pas manger durant l'incubation. En termes de rareté, les 2 espèces sont assez simples à trouver, surtout Albimarginata tant qu'on sait où chercher. Tarakan par contre est beaucoup plus rare. Ensuite le groupe Bellica, encore un groupe assez petit puisqu'il n'y a que 2 espèces et en fait on en a même qu'une seule, puisque Beta Sumorum semble n'être qu'une localité de Beta Bellica et ne serait au final pas une espèce à part entière. Petit aparté, mais je vais aborder plusieurs fusions d'espèces de ce type là dans la vidéo. Pour l'instant ce sont des suppositions et ça n'a rien d'officiel. Et même si c'est la même espèce, ne mélangez pas vos souches, ça peut toujours revenir en arrière dans le futur. En termes de taille, ils font jusqu'à 11 cm, mais ça prend en compte le filament sur la caudale. Beta Bellica a des besoins similaires à Beta Albimarginata dont j'ai parlé juste avant, donc il a besoin d'eau acide et douce et les tanins sont fortement conseillés. Mais une eau neutre et plus dure est aussi très bien tolérée. Un couple demande au moins 60 litres, mais privilégiez plutôt 80 litres. Une maintenance en groupe est possible dans des bacs de 120 litres, mais les avis divergent à ce sujet. En termes de difficulté, c'est une espèce facile, voire très facile. Pour la reproduction, il s'agit de la plus grande espèce de nidificateur, il construit donc des nids de bulles. En termes de rareté, il est assez compliqué à trouver dans le commerce, la disponibilité est très sporadique, mais vous pouvez en trouver chez les particuliers en cherchant bien. On continue avec le groupe Cocina, l'un des plus communs et des plus diversifiés.
On compte 11 espèces qu'on peut subdiviser en deux groupes, le clade Perséphone et le clade Cocina. La différence se fait via la nageoire dorsale. Dorsale fine, c'est le clade Perséphone, et dorsale longue, c'est Cocina. C'est comme ça qu'on peut facilement faire la différence entre un bêta rutilans et un bêta muliadi, entre autres. C'est sûrement le groupe qui bouge le plus. Récemment, 2 espèces ont été décrites dedans, bêta Yapsis et muliadi, anciennement connus sous le nom de SP Jade et SP Api Api. On a aussi bêta Miniopina qui s'est révélé n'être qu'une localité de bêta Perséphone, même si c'est toujours pas reconnu officiellement. On a aussi au moins une espèce qui attend une description, bêta AF Rutilans Green, qui a une particularité bien à lui. À l'époque, on avait aussi SP Wajok, mais a priori c'est juste une localité de bêta Rutilans. Il y a beaucoup d'espèces, donc pour les différencier, je vous laisse vous renseigner par vous-même, surtout que le vert sur le corps change énormément. Par exemple, ça c'est un bêta Livida, et ça aussi. Ça c'est un Uberis, et ça aussi, bref, gros bordel. En termes de taille, ils font partie des plus petits bêtas. La plus grosse espèce c'est bêta Endra qui peut monter à 6 voire 7 cm TL pour les plus gros individus, mais en règle générale ils sont légèrement plus petits. La plus petite espèce c'est bêta Yapsis qui fait à peine 2,5 cm TL. Ils ont tous les mêmes besoins, c'est-à-dire une eau acide et douce chargée en tanin. Le maintien peut se faire à partir de 20 litres, mais je vous conseille clairement de partir sur un 60 litres. Ce sera plus simple à maintenir et ça permettra de loger un groupe et les reproductions. En termes de difficulté, c'est assez homogène, toutes les espèces sont faciles tant qu'on respecte les paramètres. Mais certains ont des soucis de sexe ratio, avec beaucoup plus de mâles que de femelles à chaque reproduction, comme bêta Burdigala ou Uberis. Pour la reproduction, ce sont des nidificateurs, mais on a une exception, une espèce qui n'est pas un incubateur buccal, bêta AF Rutilans Green. Très rares de nos jours, ils sont pas réellement des incubateurs buccaux car ils ne gardent les œufs que jusqu'à l'éclosion, donc 2 à 3 jours, puis ils baladent les petits jusqu'à la nage libre. Et puis surtout, ils sont aussi capables de faire une reproduction de nidificateurs classique. Mais ça reste assez particulier et intéressant pour le noter. En termes de rareté maintenant, c'est très variable. Certaines espèces sont faciles à trouver et d'autres beaucoup moins. Mais elles sont presque toutes maintenues à la scile. Ensuite, on a le groupe Dimidiata avec 2 espèces, Dimidiata et Krataios. Pour différencier les deux, c'est assez simple. La nageoire de Krataios est ronde alors que celle de Dimidiata est pointue. L'aspect général de Dimidiata tend plus vers du rouge-violet alors que Krataios tend plus vers du jaune-marron. En termes de taille, Dimidiata fait 4 cm SL et Krataios est à peine plus grand avec 4,5 cm SL. Ils ont les mêmes besoins, c'est-à-dire une eau acide et douce. Les tanins sont évidemment conseillés, mais ils peuvent tenir dans des eaux claires et neutres. Le maintien peut se faire à partir de 40 litres pour un couple, mais il vaut mieux 60 litres voire plus. Surtout qu'on peut les maintenir en groupe. En termes de difficulté, les 2 espèces sont faciles. Pour la reproduction, ce sont des incubateurs buccaux paternels. En termes de rareté, Dimidiata est beaucoup plus commun que Krataios. À la cile, c'est une espèce parrainée et bien reproduite. Elle est aussi trouvable occasionnellement sur certains sites en ligne. Krataios est aussi trouvable sur les sites. À l'heure où je vous parle, il y en a de dispo sur Ecusaqua, mais il est beaucoup moins représenté chez les particuliers. On continue avec le groupe Editae, qui ne contient qu'une seule espèce, Beta Editae. Il mesure de 5 à 7 cm selon les populations, mais certains vieux spécimens atteignent presque les 8 cm. C'est une espèce qui n'est pas très colorée. Apparemment, il y a un individu pêché dans la province de Lampung à Sumatra qui est plutôt beau, mais tous les autres tours étaient classiques et j'ai pas vu de news par rapport à ça, donc vous attendez pas à en trouver. Il est clairement le bêta le plus robuste et le plus abondant dans la nature. Sa présence dans la nature est parfois associée à la destruction d'un habitat. Quand il est le bêta le plus abondant d'un marais, c'est souvent mauvais signe malheureusement. Donc les paramètres importent pas tant que ça, même s'il a une préférence pour l'eau douce et acide chargée en tanin. C'est loin d'être le plus beau bêta, mais en termes de difficulté, il est très facile à maintenir. Un aquarium de 60 litres suffit pour un groupe, 40 litres minimum pour un couple. Pour la reproduction, ce sont des incubateurs buccaux paternels. En termes de rareté, il est occasionnellement disponible sur certains sites. Au moment où j'écris ces lignes, il y en a sur Ecusaqua. Mais vu à quel point l'espèce est commune dans la nature, en demandant aux bonnes personnes, ça doit être facile à trouver. Après le plus facile, on passe au groupe le plus compliqué, le groupe Poerchi. Actuellement, on a 3 espèces, Poerchi, Mandor et Strohi, ainsi que 2 probables nouvelles espèces, Beta SP Bellitung et Beta SP AF Poerchi Barito. Mais ils sont très compliqués à différencier, on a quelques indications par-ci par-là, mais je vous garantis pas la fiabilité. Par exemple, Mandor aurait un aspect plus robuste et une nageoire caudale toujours pointue, et entre Strohi et Poerchi, ce serait la couleur des 2 barres sur les opercules en période de reproduction, rouge pour Poerchi et jaune pour Strohi. Mais même là, c'est discuté, il y en a certains qui inversent les deux. Le plus simple, ça reste de connaître la localité. Suivant leur origine géographique, c'est plus simple de les différencier. A priori, ils mesurent tous entre 5 et 6 cm, les plus vieux atteignent jusqu'à 7 cm. Ils ont tous les mêmes besoins, c'est-à-dire une eau acide et douce chargée en tanin.
Le maintien est franchement similaire au groupe Cosina, mais le groupe Foerchi demande un peu plus de stabilité. On peut les maintenir jusqu'à 60 litres pour un couple, apparemment ils peuvent se maintenir en groupe dans plus grand, mais à part dans l'espoir de former un couple, je pense pas que ce soit une bonne idée. Vous l'aurez compris, les espèces de ce groupe sont toutes difficiles, surtout pour la reproduction. En fait, pour la reproduction, la première difficulté, ça réside surtout dans la création des couples. Ils sont très agressifs et former un couple, ça peut être compliqué. Mais c'est aussi compliqué de déclencher la ponte et il faut vraiment avoir un environnement très stable pour que le mâle, qui est un incubateur buccal, garde les œufs jusqu'à la fin. D'ailleurs, certaines caractéristiques de sa reproduction en fait probablement une espèce de transition entre le mode de reproduction par nid de bulle et le mode de reproduction d'incubateur buccal. Dans le commerce, comme pour pas mal d'espèces, ils sont trouvables, mais la disponibilité est très sporadique et l'identification est un peu douteuse. On repasse sur du facile avec le groupe Rubra, à savoir qu'ils ont aussi été considérés comme faisant partie du groupe Foerchi, dont on vient juste de parler, mais évidemment c'est pas le cas. Donc le groupe est composé actuellement de deux espèces, Beta Rubra et Denitiongi. La différence se faisait via le marquage sur la tête, il était continu chez Denitiongi, et chez Rubra il était discontinu. Mais les analyses génomiques semblent indiquer que les deux espèces n'en seraient en réalité qu'une seule, ce qui concorde avec les observations sur le terrain, puisque certaines caractéristiques physiques qu'on attribuait à l'un étaient souvent retrouvées chez l'autre selon les populations. Donc en réalité, on a uniquement Beta Rubra dans ce complexe. Pour la taille, elle varie selon les localités entre 3,5 et 4,5 cm SL. Ceux de Sibolga semblent être les plus petits, et ceux de Acebezar et Naganraya les plus gros. En termes de paramètres, il vaut mieux une eau acide et douce chargée en tanin, mais on a plusieurs exemples de maintien et reproduction à long terme en eau du robinet. En termes de volume, 60 litres pour un petit groupe ou un couple, c'est bien. Dans l'ensemble, c'est un poisson facile, voire même très facile, mais il semblerait que certaines populations soient plus fragiles que d'autres. Pour la repro, c'est un incubateur buccal, et en termes de rareté, il est plus rare qu'il y a quelques années, mais ça reste un bêta assez facile à trouver, que ce soit dans le commerce ou chez les particuliers. On continue avec le groupe Picta, qui compte 3 espèces, Simplex, Picta et Falx. Honnêtement, je connais pas de clé d'identification fiable, donc je vais me taire à ce sujet. Par contre, on peut noter qu'il existe deux types de Simplex, le type 1 et le type 2. La différence, ce serait le noir sur la pelvienne, des points bleus sur la caudale et le noir qui va pas jusqu'à la base de la nageoire anale pour le type 2. Mais toutes ces caractéristiques semblent pouvoir apparaître chez chacun des deux types selon les générations. En fait, c'est des morphes, donc purement physiques, qui apparaissent à des proportions variables selon la population. Par exemple, les types 2 sont très souvent de la population Aoluec, mais il y a aussi des types 2 dans la population Aoruk. Sinon, en termes de taille, Picta et Falx font 5 cm SL, Simplex est un peu plus gros avec 6 cm SL. En termes de paramètres, toutes les espèces vivent bien dans une eau acide et douce, mais Falx peut bien vivre en eau neutre, Picta est encore plus tolérant, il vit souvent en eau claire dans la nature, et Simplex est littéralement tout terrain. Il peut vivre entre 5 et 9 de pH sans souci, mais il montre souvent une meilleure couleur en eau alcaline et dure. Vous pouvez maintenir un couple ou un groupe dans 60 litres sans souci. En termes de difficulté, ils sont faciles, voire très faciles, surtout Simplex et Picta. Pour le mode de reproduction, ce sont tous des incubateurs buccaux paternels. En termes de disponibilité dans le commerce, Falx est très compliqué à trouver. Picta est parfois disponible dans le commerce, et il est élevé par plusieurs personnes en France. Et pour Simplex, c'est la même chose, mais je le trouve quand même un peu plus commun dans le commerce. On passe à l'avant-dernier des groupes officiels, le groupe Splendens. On a le bêta Splendens, Imbellis, Mahachiensis, Siam orientalis, Smaragdina et Stictos. Pour les différencier, c'est assez facile pour certaines espèces, plus compliqué pour d'autres. En premier, on regarde la nageoire caudale et l'opercule branchial. Croissant rouge sur la caudale plus 2 barres bleues, c'est un Imbellis. Attention, les individus du commerce sont rarement purs. Vous avez cette vidéo qui permet de faire la différence entre un vrai sauvage et un faux. Pas de croissant rouge et le bleu de l'opercule scindé en deux, c'est un Mahachiensis. Opercule bleu et pas de croissant, c'est un Smaragdina. Croissant rouge sur la caudale et rouge ou rien sur l'opercule, c'est soit un Splendens, soit un Siam orientalis. Maintenant, pour différencier Splendens de Siam orientalis, en premier, le plus fiable, c'est de regarder le rouge de la nageoire anale. Il est généralement uniquement présent sur la pointe chez Siam orientalis, alors qu'il rejoint le corps chez Splendens. L'opercule de Splendens, c'est toujours 2 barres rouges, même si la première est parfois réduite ou de couleur bronze. Siam orientalis, parfois c'est 2 barres rouges, parfois elles sont plutôt de couleur bronze, mais généralement elles sont réduites à un seul point, voire même rien du tout. Et en troisième point, le corps est plus sombre chez Siam orientalis, même s'il y en a aussi qui sont très sombres chez les Splendens. A noter que comme pour Imbellis, on a beaucoup de faux sauvages,
Dès que vous voyez une coloration et des formes qui sortent du commun, c'est suspect. Mais on a quand même une exception avec la localité Furea. Vous voyez bien qu'ils sont assez particuliers et pourtant il semblerait bien que ce soit du sauvage pur. Maintenant, on va parler en détail de Smaragdina. En fait, Beta Smaragdina, c'est l'espèce la plus diversifiée de ce groupe et il existe 4 grosses déclinaisons. Le classique, qui est fin avec de longues nageoires. Le guitare, qui est comme le classique mais avec un motif en forme de toile d'araignée sur la caudale. Et il a aussi une nageoire anale plus longue et une plus grande taille. C'est le plus différencié génétiquement des classiques. Le Buriram, qui est peut-être le résultat d'une hybridation avec des formes sélectionnées. Ils sont comme le classique mais avec des nageoires plus longues et plus colorées. La différence se voit bien sur la caudale. Et enfin Stictos, qui serait une variété ou une sous-espèce de Smaragdina, plutôt qu'une espèce à part entière comme on le voit généralement. Il a des nageoires beaucoup plus courtes, ils sont plus petits en taille et la coloration des opercules est plus étendue. On a quelques autres variétés qui sont encore incertaines. On a une potentielle nouvelle espèce avec Beta SP Siancouville, qui ressemble beaucoup à Beta Imbellis, mais quand on s'y penche on voit quand même quelques différences. Et il y a un article de Aka Wild Beta qui en parle, je vous laisse le lire. A noter que les bêta aliens ne sont pas des sauvages mais des hybrides. Sûrement avec au moins 3 espèces mélangées, même si le mélange exact n'est pas très clair. En plus de ça, ils sont souvent stériles et s'ils ne le sont pas, leur descendance l'est. Maintenant, en termes de taille, ils font tous sensiblement la même taille, entre 5 cm et jusqu'à 7 cm TL pour les plus gros mâles, mais le Smaragdina guitare tend à être plus gros et les Stictos dépassent difficilement les 4 cm. Globalement, en termes de besoins, toutes les espèces vivent bien en eau acide et douce, et d'ailleurs elles tolèrent globalement toute une eau du robinet. D'ailleurs, pour Maachaensis, Siam orientalis et Imbellis, on a des populations qui vivent en eau saumâtre. C'est même la norme pour Maachaensis qu'on retrouve à des salinités jusqu'à 25 grammes par litre, sans souci. Fun fact, les Smaragdina guitare peuvent être trouvés dans des régions qui descendent sous les 7 degrés. Donc intéressant en poubellarium, mais ça reste des extrêmes, donc ne faites pas ça s'il vous reste peu d'individus. En termes de volume, 60 litres c'est bon pour un couple, mais pour les groupes c'est plus compliqué. Faisable pour toutes les espèces, mais il faut au moins un bac d'une centaine de litres et très bien planté. À la limite, Maachaensis est clairement le plus paisible. Perso, avec 2 mâles dans 60 litres, ça se bat, mais c'est pas mortel non plus. Smaragdina est clairement le plus agressif ainsi que le plus actif. En termes de difficulté, ils sont tous très faciles. Maachaensis est le plus simple, suivi par tous les autres. Par contre, Stictos est réputé pour être plus fragile et plus compliqué à reproduire, donc je le classerai en difficile. Ce sont tous des nidificateurs et ils deviennent tous assez agressifs quand ils gardent leur nid. Certaines espèces sont facilement trouvables dans le commerce et chez les particuliers si on cherche bien, comme Splendens, Smaragdina et Maachaensis. Imbellis est aussi bien répandu, mais souvent c'est des souches de sélection, voire même issues d'hybridation. Siam orientalis est plus rare, mais il est trouvable. C'est les Stictos par contre qui sont particulièrement rares, dû au fait de la difficulté de reproduction et de sa grande rareté dans la nature. Il peut souvent dépasser les 100 € pour un seul individu. Ensuite, on passe au groupe de bêta les plus imposants, le groupe Unimaculata. Il comprend 8 espèces, mais on en a au moins 3 non décrites. On a Compuncta, Gladiator, Idei, Macrostoma, Ocellata, Palifina, Patoti et Unimaculata. On a aussi 3 espèces non décrites, qui sont Baiton, Antuta et Candy. Attention, il y a énormément de SP qui sont en réalité de simples localités jusqu'à preuve du contraire. Par exemple, SP Onieri et Montoy sont très probablement des bêta Compuncta. SP Meratus est très probablement un IDI, et il y a aussi énormément de poissons qui sont vendus comme des Unimaculata dans le commerce traditionnel, alors que ce sont d'autres espèces, généralement des Ocellata. A noter qu'il y a une version miniature de Unimaculata et Palifina, qui font de 4 cm jusqu'à 6,5 cm, et sont peut-être de nouvelles espèces. Même si à l'heure actuelle ça semble plus être de la miniaturisation génétique en raison de la destruction de leur habitat, plutôt qu'une vraie nouvelle espèce. Pour l'identification, en réalité, je pourrais départager avec certitude Antuta qui est souvent la tête entièrement colorée, Candy qui a vraiment une coloration différente des autres, et Macrostoma qui est rouge. Idei se démarque assez bien aussi. Mais j'ai pas assez de connaissances pour identifier avec certitude les autres. Regardez les posts de Wen Tianchi sur Journey to the Water. Il explique comment identifier la majorité d'entre eux. En termes de taille, les plus grosses espèces font jusqu'à 15 cm TL. On a même un record de taille avec 18 cm pour une femelle bêta SP Antuta. Mais en réalité, 15 cm c'est déjà de gros poissons. Les plus petites espèces du complexe font 6 cm, mais bon, je me base sur les formes mini, donc c'est un peu de la triche. A priori, les espèces les plus petites sont Compuncta et Gladiator, mais ils dépassent quand même facilement les 9 cm. En termes de besoins globaux, c'est un groupe assez variable, mais globalement, ils aiment tous une eau douce et acide, parfois chargée en tanins, parfois non. Mais beaucoup d'espèces sont tolérantes sur la qualité de l'eau, comme Antuta ou Baiton. En termes de volume, un couple vivra bien dans 80 litres. Pour un groupe, c'est possible pour la majorité des espèces, mais il faut compter 120 litres.
En termes de difficulté, on a à la fois des bêtas très simples et d'autres beaucoup plus compliquées. Dans les très faciles, on a Antuta et Byton. Dans les difficiles, on a Macrostoma et Candy, même si aujourd'hui les Macrostoma pourraient être classés en facile tant que les paramètres sont respectés. On pourrait aussi citer IDI, mais c'est surtout un problème d'agressivité et pas vraiment de fragilité. Leur problème, c'est surtout qu'on peut parfois attendre plus d'1 an avant d'avoir une ponte réussite. Et puis sinon, dans les faciles, on a toutes les autres espèces, parfois un peu compliquées pour former des couples comme Patoti, mais de manière générale, c'est facile. Pour la reproduction, ce sont tous des incubateurs buccaux paternels, et pour la disponibilité dans le commerce, ça dépend beaucoup, mais de manière générale, ils sont tous trouvables en cherchant un peu. La Gladiator est le plus rare d'entre eux, et Compuncta est quand même assez rare aussi. Par contre, vous devez prendre en compte que c'est les plus chers du commerce traditionnel. Surtout les Candy et Macrostoma qui sont rarement en dessous des 3 chiffres le couple, même chez les particuliers. Et on finit avec le dernier groupe, le groupe hypothétique qui contiendrait Beta Speciosera. Pour le moment, il est très mal connu, on sait qu'il fait de 3 à 4 cm, que c'est un incubateur buccal, mais apparemment on sait pas trop comment déclencher facilement la ponte pour le moment. Apparemment, il est plutôt facile à maintenir, c'est une espèce typique des eaux noires, donc une eau très douce et acide avec des tanins. Ils sont pas non plus spécialement agressifs, la maintenance est similaire au groupe Cocina au final. Comme vous l'avez vu dans la présentation des groupes, on a plusieurs types de maintenance, mais on va dire qu'on peut retirer 3 grandes catégories de maintenance. La première, c'est ceux qui vivent en eau acide et douce et qui en ont besoin. Donc un pH égal ou inférieur à 6.5 et une conductivité en dessous de 100 microsiemens par centimètre. Et très important, des tanins. C'est souvent pas vital, mais ça aide en termes de maladie et ça évite les pourrissements des œufs. Donc ça augmente le taux de jeûne que vous aurez. La seconde catégorie, c'est ceux qui préfèrent une eau douce et acide, mais qui peuvent aller dans une eau plus dure et plus alcaline sans trop de soucis. Donc les paramètres d'avant sont l'idéal, mais un pH de 7 ou 7.5 et une conductivité jusqu'à 400 voire 500 microsiemens par centimètre, ça peut leur convenir même à long terme. Les tanins sont pas nécessaires mais toujours conseillés pour une grosse partie d'entre eux. Et enfin le troisième groupe, c'est ceux qui sont très variables dans leur maintenance, donc des espèces comme Mahachaensis ou Simplex, qui tolèrent un peu tous les pH et un peu toutes les conductivités, voire même pour certaines espèces du saumâtre, c'est le cas de Mahachaensis. Pour celles qui apprécient une eau saumâtre, mettez de 1 à 2 grammes par litre de sel, ça fera un peu le même effet que les tanins. Maintenant, quelle que soit la catégorie de votre espèce, c'est très important de bien planter un aquarium pour offrir des cachettes, diluer l'agressivité, absorber les minéraux et composés azotés, et plein d'autres choses. Je peux vous recommander la Najas guadeloupensis, la Ceratopteris thalictricoides, la Lomariopsis lineata et la Blixa japonica. En plante flottante, vous avez la Salvinia qui est très intéressante. En plus de ça, vous pouvez ajouter des cosses et des gousses pour offrir encore plus de cachettes. En sol, avec une espèce tolérante, faites un peu comme vous le voulez. Pour celles qui demandent une eau très douce et acide, par contre, je vous conseille de mettre un sol acide. Donc, de la tourbe blonde ou noire, de préférence en granulé, du sol technique, attention ça absorbe les tanins, et de l'acadama. Mais pareil, même problème, ça absorbe les tanins et ça monte un peu plus la conductivité. Par contre, ça descend encore plus bas en pH que les sols techniques. C'est pas vraiment un substrat, mais une litière de feuilles mortes, ça peut aussi apporter des cachettes aux alevins et à leur nourriture. Mais perso, j'en utilise pas. Je trouve que ça a trop tendance à polluer un aquarium. Concernant le courant, certains bêtas tolèrent un courant non négligeable, comme Antuta ou Smaragdina, mais en général, les bêtas n'aiment pas trop le courant et préfèrent une eau calme. Un gros filtre est pas forcément incompatible, mais il faudra brider le courant pour pas que les poissons s'envolent et se retrouvent planqués sous le décor pour s'abriter du courant. A savoir qu'on a une espèce du groupe Acarensis, bêta nuluon, qui vit dans des eaux plutôt rapides. Il a même été retrouvé avec des gastromysons introrsus, qui sont clairement des poissons typiques d'eau vive. Petite astuce pour la reproduction, ça marche pas pour toutes les espèces, mais faire des changements d'eau très régulièrement sur une semaine, par exemple de 10 à 20% tous les jours, ça peut stimuler la reproduction. La nourriture vivante, ça marche aussi très bien. Pour la reproduction, on a 2 gros modes de reproduction, les incubateurs buccaux et les nidificateurs. Les incubateurs, c'est ceux qui prennent les œufs en bouche et les ventilent jusqu'à éclosion et même encore après. Comme pour tous les bêtas, il y a l'étreinte, où il y aura expulsion et fécondation des œufs, puis le mâle les ramassera avec sa bouche pour les incuber. C'est un manège qui peut se répéter plusieurs fois et pendant plusieurs heures. Ne vous inquiétez pas si vos poissons ont l'air sonnés, voire même morts, c'est normal. Suivant les espèces et les individus, l'incubation peut aller d'un peu plus d'une semaine à presque un mois à ventiler les œufs non-stop et surtout sans manger. Comme les femelles peuvent facilement harceler les mâles pour la reproduction alors qu'ils sont en incubation ou viennent d'en sortir, on conseille souvent 2 mâles ou plus pour une seule femelle. Si vous voyez un mâle enchaîner les reproductions et gravement s'amaigrir, isolez-le. S'il le faut, ouvrez-lui la bouche de force. Attention, faut pas faire ça comme un bourrin.
Et ensuite vous séparez les petits du père et vous le nourrissez en isolement pour qu'il récupère. Car lâcher les petits en avance, ça peut être mortel pour les jeunes si c'est fait trop tôt, mais dans certains cas, mieux vaut tenter de sauver le père au détriment des petits. Hormis ça, le gros avantage des incubateurs buccaux, c'est que quand les petits sortent, ils sont assez gros pour manger des Noplidartemia, ce qui n'est pas forcément le cas des nidificateurs. A noter que les incubations peuvent foirer, c'est assez courant. Les gens accusent souvent le stress, mais en réalité 90% du temps, c'est soit les paramètres de l'eau qui sont pas bons, soit que le mâle est tout simplement trop inexpérimenté. Les 2 voire 3 premières pontes sont assez souvent des échecs. Bêta macrostoma, qui est le plus compliqué à ce niveau-là, peut vous mener la vie dure pendant plus d'1 an avant de donner une ponte réussie. Donc vérifiez vos paramètres et armez-vous de patience. Phénomène rare, parfois les femelles incubent, mais en réalité ça dépasse rarement quelques jours et personne n'a jamais vu ce genre de ponte aboutir réellement. Par contre ça arrive assez souvent que la femelle garde quelques œufs que le mâle n'arrive pas à stocker dans sa bouche et lui redonne après. Maintenant place aux nidificateurs. Les nidificateurs c'est ceux qui font des tas de bulles en surface proche de la vitre ou d'une plante, ou alors sous une cavité dans l'eau. Pour leur permettre de faire leur nid, on peut leur proposer des boîtes de pellicules photo ou des Tupperware retournés pour qu'ils fassent leur nid dedans. Les Tupperware ça permet de pas casser le nid de bulle pendant les changements d'eau et ça renforce le nid de bulle. Les boîtes de pellicules photo c'est vraiment très apprécié par les poissons, en particulier ceux du complexe Cosina. Une fois le nid fait, le mâle va attirer la femelle sous le nid avec une parade. Puis comme pour les incubateurs, il y a l'étreinte où il y aura expulsion et fécondation des œufs, puis le mâle les ramassera avec sa bouche, cette fois-ci pour placer les œufs dans le nid. La femelle peut parfois aider, d'autres fois elle peut aussi manger les œufs. D'ailleurs, comme pour les incubateurs buccaux, le mâle peut aussi foirer les premières reproductions, soit en mangeant les œufs, soit en ne les surveillant pas assez. Après la reproduction, le mâle entretient et patrouille autour du nid en dégageant tous les poissons, y compris la femelle, même s'ils font 3 fois leur taille. Mais apparemment dans certains cas, la femelle reste aux côtés du mâle pour s'occuper du nid aussi, mais c'est assez rare. Ensuite, le mâle entretient et patrouille autour du nid en dégageant tous les poissons, y compris la femelle, même s'ils font 3 fois leur taille. C'est à ce moment-là que vous êtes content d'avoir un bac bien planté pour éviter les morts. Surtout chez le groupe Splendens qui est l'un, voire le plus agressif à ce moment-là. Que ce soit les incubateurs ou les nidificateurs, une fois que les alevins sont en nage libre, c'est-à-dire quand ils nagent dans l'aquarium, les parents ne s'en occupent pas spécialement, mais les chasseront pas non plus. Enfin en tout cas pour une bonne partie d'entre eux. Maintenant pour en trouver ça peut être assez compliqué, surtout si vous cherchez une espèce voire même une localité précise. En fait vous avez 3 options. La première c'est les boutiques, en animalerie c'est très rare, j'ai déjà vu du Beta imbellis, du Beta rubra et du Beta albimarginata, mais c'est arrivé qu'une seule fois et à part pour les rubras ils étaient déjà tous vendus. En plus de ça c'est souvent assez cher. Dans certaines animaleries vous pouvez demander à ce qu'ils vous en commandent, mais je vous garantis rien. En plus de ça 99% du temps vous avez pas de population, donc vous savez pas exactement d'où viennent les poissons, voire même vous avez des erreurs d'identification. Et comme je l'ai dit en intro, parfois certaines populations se révèlent être de nouvelles espèces, donc c'est vraiment problématique. Sinon vous avez des boutiques en ligne, selon moi les plus sérieuses c'est Hunterwasser et Ictus Aqua. L'avantage de ces 2 sites c'est que vous avez une belle diversité d'espèces, parfois avec une localité, ce qui est très bien. Par contre le prix peut vite grimper en prenant en compte le coût d'envoi. Je sais pas si c'est possible avec tous, mais avec Ictus vous pouvez aussi lui demander plus de renseignements sur l'origine des poissons. Par contre pour commander faut pas être pressé, ça fonctionne pas comme un site classique, que vous remplissez votre panier et puis c'est tout. Hormis les boutiques, vous pouvez aussi entrer en contact avec un importateur. Il y en a plein sur Facebook et sur Instagram. L'avantage c'est que vous avez une grosse diversité d'espèces et de populations, mais il y a 2 gros désavantages. Déjà, c'est très souvent du sauvage. Si c'est un site où la pêche est mal gérée, ça peut amener à la destruction de la population. Sur des espèces souvent fragilisées dans le milieu naturel, c'est vraiment pas l'idée du siècle. Surtout si vous avez jamais reproduit ce type de poisson avant. Le deuxième problème, c'est le transport et le bilan carbone de tout ça. Même si dans les faits, il y a le même problème avec les poissons de boutique, parce qu'en réalité, c'est très souvent du sauvage ou de l'élevé en Asie. Et c'est là que j'introduis la meilleure solution pour avoir du bêta sauvage, les particuliers. Les souches sont souvent suivies et il y a déjà une belle diversité en France. Vous payez souvent moins cher pour des poissons en meilleure santé, en plus de donner votre argent à d'autres passionnés. Ça n'impacte pas négativement les populations sauvages. Vous avez des poissons qui sont souvent déjà adaptés à manger du sec. Et surtout vous avez quelqu'un à qui demander conseil en cas de problème ou simplement pour avoir des précisions. Pour les trouver c'est pas si dur, les groupes Facebook ça peut être bien. Sinon inscrivez-vous à la CIL. C'est 25 € par an, mais au moins vous aurez accès au groupe WhatsApp, donc conseils illimités. Et puis vous avez une liste d'éleveurs. Vous pouvez aussi aller au congrès annuel ou bisannuel, ça permet de voir les autres et aussi de voir de vos propres yeux certains poissons. Pour aller plus loin dans vos recherches, je vous conseille la page Facebook Journey to the Water, l'association de la CILIB-SCL et la littérature associée, le site Aka Wild Beta et Suissaku, Redwine Beta pour Weebly est aussi très intéressant.